Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux et honoré d'être invité par Nemosus TV et donc de pouvoir répondre à toutes les questions de Nordine pour vous faire découvrir le projet porté par le tout nouveau mouvement France Ambition. Bonjour et bienvenue sur Nemosus TV. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Patrice Huiban. Patrice Huiban, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Pour nous, c'est un honneur parce que c'est la première fois qu'on accueille un Saint-Cyrien. C'est pas n'importe quoi un Saint-Cyrien, ce sont les hautes études, un haut fonctionnaire de l'État. On va commencer directement dans le vif du sujet. Patrice, parle-nous de toi. Qui es-tu, Patrice ? Donc merci Nordine de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui dans le Gard. Donc je suis Patrice Huiban, j'ai 48 ans, je vis à Paris, mais je suis né en Bretagne, où vivent encore mes parents, donc je suis breton d'origine. J'ai connu 3 expériences professionnelles. J'ai d'abord commencé effectivement ma carrière dans les armées en tant qu'officier de l'armée de terre. Et comme ma vocation n'était pas l'armée pour l'armée, mais c'était une façon de servir la France, je suis rentré par patriotisme. Donc ensuite, j'ai fait une première reconversion qui m'a amené à la Cour des comptes, où là, j'ai pu découvrir les arcanes de la haute fonction publique et les politiques publiques, la gestion de notre argent, de l'argent des Français. Et enfin, ayant connu les armées et la haute fonction publique, je me suis dit, je ne connais pas encore un domaine, les entreprises, ce qui m'a amené donc à faire une nouvelle bascule et à rejoindre le secteur privé. Qui dit l'argent public dit le bien commun. Exactement, et le nœud gordien du sursaut français, c'est une meilleure gestion de l'argent public. Et c'est tout l'objet du projet politique qui est porté par France Ambition, donc un mouvement qui vient de naître, on est en train de se structurer et de faire le site internet. C'est justement de mieux gérer l'argent public pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, redonner des marges à nos PME qui emploient 70% des salariés et redonner la clé de leur ville à nos maires. Donc la réforme de retraite, concrètement, elle pénalise directement le pouvoir d'achat des retraités et des citoyens actifs. Et surtout, c'est que cette réforme ne va pas régler le problème de fond. Il y a un angle mort dans cette réforme des retraites qui est la démographie, puisqu'on ne paye pas ses retraites avec ses cotisations, mais avec ce sont nos enfants qui vont payer notre retraite. Et hélas, notre démographie est en chute libre, alors qu'on avait une politique qui était un vrai succès, qui permettait à la fois d'avoir le taux d'activité des femmes le plus élevé des pays développés, et en même temps un taux de fécondité qui était pratiquement le plus élevé avec celui de l'Irlande. Donc voilà, il faut aussi parler de démographie parce que notre système de répartition est fondé sur le paiement des retraites par les actifs. Il faut redonner de l'oxygène aux Français. Tout à fait. Alors sur les retraites, nous on a un système en fait qui répartit les risques, pas tout sur la répartition. Nous on propose un système à 3 étages. Le premier étage, c'est la solidarité, c'est la répartition, mais qui n'est pas financé que sur le travail pour ne pas asphyxier nos entreprises, mais également financé par tous les revenus du capital, les revenus donc financiers, les revenus de l'immobilier, les revenus aussi des différentes allocations sociales ou aussi des retraites. Donc ça c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est une retraite complémentaire obligatoire proposée par l'employeur. Donc en gros, c'est mettre l'Agirc Arrco en concurrence, qui existe déjà. Et le troisième étage de la fusée, c'est ce qui existe également déjà, c'est défiscaliser tous les versements, pas obligatoires mais facultatifs des Français, dans des plans épargne retraite, donc dans des placements personnels. Vous avez, pendant 4 ans, construit un vrai projet pour la France, de l'intelligence collective quelque part, avec plus de 100 personnes. Il faut quand même le rappeler, c'est quand même quelque chose de très important. Tout à fait, et ce qui fait la force de ce projet qui a été publié donc chez l'Harmattan, Osons changer le modèle français, c'est qu'on a, si vous voulez, additionner l'intelligence théorique et l'intelligence pratique, c'est-à-dire l'intelligence de gens qui vont réfléchir sur le plan juridique, etc., à la conception des politiques publiques, et les gens qui, entre guillemets, consomment les politiques publiques, les citoyens, qui vivent au jour le jour et qui, je dirais, constatent un peu la situation sur le terrain. Donc on a mélangé le point de vue, entre guillemets, des experts et le bon sens des territoires. Donc concrètement, on doit se réinventer.
Exactement, c'est-à-dire que tout grand pays doit se réinventer tous les 50-100 ans. On l'a fait au temps du Conseil national de la résistance, en 1944-45, avec un projet qui n'était pas de l'eau tiède. C'est comme un projet qui a envoyé la France sur 30 ans de prospérité. Avec, et en dépit des fractures idéologiques de l'époque, on a réussi à mettre d'accord les communistes, les gaullistes, les radicaux, les socialistes. On l'a fait aussi au temps du Consulat et de l'Empire avec Bonaparte. On est encore les héritiers de tout son travail institutionnel. Et aujourd'hui, le modèle social et économique français va dans le mur. Va dans le mur, pourquoi ? Parce qu'on vit au-dessus de nos moyens, en dépit d'impôts, taxes, cotisations records dans le monde développé. Et à côté de ça, on a des services publics, on le constate tous les jours, qui dégringolent. Parce que notre argent public est mal géré. Donc le vrai nœud gordien du sursaut français, c'est de mieux gérer l'argent public, parce qu'aujourd'hui on est dans une fuite en avant monétaire, budgétaire, financière. On vit au-dessus de nos moyens, et ce qu'il faut dire aux Français, c'est que ce n'est pas de la théorie, c'est que leur épargne qui est en jeu, parce que l'épargne des Français, c'est 6 000 milliards d'euros, ça couvre la dette publique de 3 000 milliards d'euros, qui est essentiellement détenu par des créanciers étrangers, des assurances, des banques d'affaires, des fonds souverains comme le Qatar, etc. etc. Donc on n'est pas souverain. Et donc le risque, et je terminerai par là, c'est que l'épargne des Français, les livrets A, les livrets de développement durable, les assurances vie soient bloqués par nos créanciers le temps qu'on remette de l'ordre dans nos comptes publics. Comme les Grecs il y a quelques années qui ne pouvaient retirer que 50 ou 60 euros par jour au guichet. Donc, est-ce que la France vit concrètement au-dessus de ses moyens ? Exactement, on vit au-dessus de nos moyens et dans une spirale négative puisqu'on prélève trop les ménages, donc on asphyxie le pouvoir d'achat, on prélève trop les entreprises, notamment les PME qui ne peuvent pas optimiser fiscalement et qui emploient 70% des salariés dans les territoires. Et à côté de ça, on a des services publics qui dégringolent. Parce que, si vous voulez, dans les pays du nord de l'Europe, il y a beaucoup d'impôts également, mais ils sont très bien classés au niveau éducation, santé, justice, sécurité. En France, la mauvaise gestion de l'argent public fait... Oui, ce qui fait que, si vous voulez, on prélève beaucoup les ménages, les entreprises, ce qui fait qu'on a moins de pouvoir d'achat, moins de création d'emplois, moins d'augmentation du pouvoir d'achat, et avec en face des services publics qui dégringolent. Donc on est dans une spirale négative où du coup on a plus de demandes sociales, plus de demandes d'intervention de l'État, donc encore plus de déficit public. Sur 100 euros par exemple ? Alors exactement, sur 100 euros, il y a, que doit verser un employeur à un salarié, il y a 47 euros qui arrivent dans la poche du salarié en France. Donc 60 euros dans les autres pays européens, et tenez-vous bien, 70 euros en Suisse. Et pourtant les Suisses, ils ont moins de pauvreté que nous, moins d'inégalités que nous et une richesse par habitant qui est plus de 2 fois supérieure. Doit-on remettre le service militaire ? Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que le service militaire avait ses vertus, mais qui était de défendre le pays, la patrie, et donc quand il y avait une vraie menace. Donc le fait de suspendre, attention, il n'est pas supprimé, il est suspendu, était logique puisqu'il n'y avait plus de menaces massives à la frontière du pays. En revanche, je pense qu'il faut remettre un service national obligatoire, filles, garçons, mais pas uniquement militaire. C'est-à-dire de laisser le choix aux citoyens, de leur dire l'obligation, c'est de faire un service de 10 mois du pays, avec des postes qui sont proposés par les ministères, et avec juste comme obligation également une triple rupture géographique, sociologique, intellectuelle avec son milieu d'origine. C'est-à-dire que la seule contrainte aux jeunes qui va proposer un projet pour faire son service national, c'est de ne pas le faire finalement dans son coin. Voilà, c'est quelqu'un qui est diplômé en région parisienne, il ira faire du soutien scolaire dans les quartiers par exemple. Quelqu'un qui veut faire une césure, aller dans une ONG, il pourra le faire, mais il faudra vraiment que ça permette ce fameux brassage social, parce que dans liberté, égalité, fraternité, ce qui est plus difficile à faire vivre au quotidien aux citoyens, c'est la fraternité, parce que la fraternité, c'est pas l'amitié, c'est de faire de belles choses avec des gens qu'on n'a pas choisis. Donc il faut qu'il y ait un espèce de brassage. Mais après, pour que le service soit accepté dans la durée par les jeunes, il faut qu'il y ait un maximum de liberté dans le choix en dehors de ces 3 contraintes. Tu parles, dans ton livre, il me semble, tu parles des écuries politiques. Oui. Alors le drame en fait en France aujourd'hui, pourquoi nous on s'est lancé, on est des citoyens lambda, mais comme beaucoup de Français, on ne supporte pas quasi physiquement le déclin de notre pays. Surtout qu'on voit pourquoi ce déclin, la mauvaise gestion de l'argent public, une forme de démagogie permanente, parce que les écuries politiques, qui devraient être dans une démocratie qui tient la route, devraient être des laboratoires d'idées qui se présentent aux élections. On présente d'abord un projet.
Ensuite, les candidats. Exactement. Alors qu'aujourd'hui en France, les écuries politiques sont d'abord, enfin les partis politiques sont d'abord des écuries à individualité, pour pas dire à égaux, et après on se met plus ou moins à bosser, mais généralement on se met à bosser juste avant les élections et à faire des yaka faucons et des mesures démagogiques. Et nous on a fait l'inverse en fait. On a fait un projet pendant 4 ans. On a fait le produit politique, il nous faut faire le marketing et les réseaux de distribution dans les territoires. Donc on fait d'abord le produit politique et après on verra bien qui sera le mieux placé pour le défendre un jour au plus haut niveau. Ça, c'est pas encore le sujet. Tu es prof à Sciences Po. Quelles graines tu sèmes dans le cœur des prochaines générations pour servir la France? Alors j'enseigne, j'ai le plaisir, l'honneur d'enseigner l'économie de la défense à Sciences Po dans le master Affaires internationales, sécurité internationale. Et ce que j'essaie de leur inculquer, c'est l'humilité déjà pour commencer, et penser à servir avant de se servir. En leur expliquant que s'il suffisait d'être diplômé et surdiplômé pour bien diriger un pays, la France serait la première puissance européenne depuis au moins 40 ans. Le problème, c'est que quand on met ses compétences et son réseau au service de ses intérêts, les intérêts de ses copains en priorité, on est non seulement inutile en démocratie, mais fortement nuisible. Donc voilà, c'est la notion de service et la notion d'humilité. Parce que d'un autre côté, vous voyez des gens qui étaient ouvriers, qui ont été des chefs d'État exceptionnels, puisqu'une qualité principale d'un chef d'État, c'est d'être certes compétent, mais extrêmement courageux pour affronter les lobbies, pour affronter les pressions. Parce que si vous avez des belles idées, un beau programme, mais vous n'avez pas de courage, vous ne servez à rien. Et je prends l'exemple de gens comme Lula, qui a été réélu au Brésil, qui était ouvrier, qui a quand même réussi à concilier baisse de la pauvreté et croissance économique au Brésil. On a l'exemple de Lech Walesa en Pologne, qui lui issu ici du combat, d'un combat syndical contre une dictature et qui a permis de faire la transition entre la Pologne communiste et la Pologne d'aujourd'hui. On pense à Pierre Bérégovoy, qui n'était pas forcément le pire ministre de l'économie qu'on ait eu et qui avait un simple CAP. Donc voilà, donc c'est d'abord être habité par le service de son pays, d'avoir un idéal qui dépasse sa propre personne. Pour conclure cette interview, un message aux Françaises et aux Français. Un message, c'est que certes, la situation est difficile, mais rien n'est perdu, au contraire. On est vraiment à la croisée des chemins. Soit la décadence, soit le sursaut historique. Parce que non seulement on peut opérer un sursaut historique, mais peut-être même au 21e, 22e siècle, écrire les plus belles pages des 1500 ans d'histoire de France. Parce qu'aujourd'hui, le terreau est favorable. On a un retour du patriotisme, on a des gens qui, si vous voulez, qui créent beaucoup d'entreprises, qui ont envie de créer quelque chose en France. Donc voilà, donc on est face, en fait, notamment dans la France des sous-préfectures, à des gens qui font tourner le pays, mais qui désespèrent de ne plus pouvoir espérer. Donc on veut redonner de l'espoir, de semer des graines d'espoir aux 4 coins du pays, leur dire que rien n'est foutu et tout est encore possible. Patrice Hubin, l'émission touche à sa fin. Je te remercie infiniment d'avoir accepté encore l'invitation et je te dis peut-être à la prochaine. Avec grand plaisir, Nordine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Nordine pour Nemosus TV.